Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Je m'adresse maintenant à madame, au docteur Valérie Briol. Vous êtes rhumatologue à Paris. Quelle est votre vision, puisque vous êtes également secrétaire générale du syndicat UFML? Alors, je suis devenue vice-présidente parce que j'ai été élue présidente URPS Médecins Île-de-France, donc pour pas trop cumuler de tâches. Ben, bravo. Alors, l'URPS Médecins Île-de-France, c'est une association qui regroupe, en fait, qui est représentative des 20 800 médecins qui exercent en libéral en Île-de-France. Et donc, nous sommes des élus, nous sommes 60 élus. Et parmi ces élus, on est lié aussi à un bureau. Et donc, voilà. Ça se décline pour chaque corps de métier du soin. Donc, il y a une URPS pour les kinés, pour les infirmières, pour les orthophonistes, etc. Donc, à ce titre, nous, on a fait, en fait, ce qui nous tient à cœur, hein, bien sûr, c'est la démographie médicale. Et en fait, pour moi, c'est, comme j'ai une sensibilité UFMLS, donc pour nous, ça nous permet de décliner tout ce qu'on voit, tout ce qu'on imagine et surtout ce qui vient du terrain. Qu'est-ce qu'on voit au terrain? Bon, il y a évidemment l'épuisement. Il y a aussi le parcours du Covid qui a été très difficile parce qu'en effet, la décision politique première a été de fermer tous les cabinets. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On voulait pas s'ennuyer, on voulait aider. Donc, il y a eu la construction des centres Covid. Moi-même, je suis pas généraliste, mais je suis allée aider dans un SAMU. J'ai fait de la régulation. À ce moment-là, l'ordre était assez compréhensif. Hein, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Je pense déjà que sur ce point-là, il faudrait vraiment ouvrir, décloisonner toutes ces spécialités parallèles qui ne peuvent pas exercer les unes les autres. Un ancien réanimateur ne peut pas prendre une régulation de ville, enfin des choses complètement délirantes. Voilà, il faudrait vraiment mettre un bon coup de nettoyage là-dedans. Ça coûte rien, ça coûte des réunions, mais on va mettre en place ça avec déjà le Conseil régional de l'ordre des médecins Île-de-France, et puis ensuite créer un dossier, puis essayer de le soumettre et de l'ouvrir. Et il y a une urgence, et l'urgence, on l'a prise en main justement parce que à cause de la démographie médicale, il y avait des listes à trous dans les systèmes de régulation de SAMU. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une attente plus grande pour les patients, et ça veut dire quoi? Ça veut dire une perte de chance, des risques de mort. Donc, on n'en parle pas, on nous dit non, c'est pas grave, etc. Mais là, c'est grave. Il y a ces listes à trous, des gardes à trous. Donc, la démographie médicale, c'est une vraie urgence. Elle n'a pas été anticipée. Il y a l'histoire du numerus clausus. Et nous, on a réfléchi, donc en Île-de-France, les systèmes qui évaluent l'accès aux soins, qui sont le critère APL, qui compose à la fois le nombre de consultations par médecin, le nombre de consultes par âge et le temps d'accès à un médecin, ont été appliqués à toutes les régions, et l'Île-de-France devient la première en difficulté d'accès aux soins, en passant en 7 ans de 7% à 62% de zones en désert d'accès prioritaire, en zone d'intervention prioritaire. C'est une catastrophe. Tout est rouge. Alors c'est vrai que ça nous fait sourire, parce que sinon il faudrait qu'on pleure, mais ça nous fait sourire d'entendre on va prendre les zones surdotées pour mettre dans les zones sous-dotées. Ça ne veut strictement rien dire. Il n'y a plus aucune zone surdotée en France, et notamment en Île-de-France, même si la densité des médecins est celle qu'on connaît. Il y a avec l'ISNI, le président des internes, il nous a dit quand même qu'il y avait 18% des étudiants en médecine, des internes, qui abandonnaient leur cursus. C'est bien dommage. Et nous, on fait une étude sur les derniers diplômés des 10 dernières années, entre 2010 et 2020.
Et là, on a le même chiffre, 18% sortent de la région Île-de-France pour s'installer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en Île-de-France, le modèle économique ne fonctionne pas. Avec une consulte à 25 €, c'est délirant d'imaginer qu'on puisse s'installer, louer des murs ou bien en acheter. Donc en réalité, il faut faire quelque chose de grave, et on a entendu cette semaine le contraire de ce qu'il faut faire, une annonce du président Macron qui a dit qu'il faut supprimer le paiement à l'acte. La grosse farce, quoi. Donc, c'est la seule visibilité pour les jeunes qui veulent s'installer, c'est ça. Et la médecine libérale, Agnès l'a dit, c'est 2 jambes. Si c'est très bien, le Ségur de la Santé a forcé un hôpital moribond et en fait a surtout servi à éponger les dettes pour 3/4 des sommes qui ont été données. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça a redonné de l'allant ni un petit peu de rémunération complémentaire pour les acteurs de cet hôpital. Mais en tout cas, il y a eu quand même 18 milliards. Pour la ville, 700 millions. On rigole. Et avec ça, on dit on va faire un joli virage ambulatoire, on va éviter que les gens aillent trop à l'hôpital. C'est super, mais si t'as pas les moyens, tu tombes. Hein. Moi, je suis rhumato. Si t'as qu'une jambe bien musclée, puis l'autre, t'as plus rien, tu tombes. Donc, on ne peut pas pressuriser. C'est la fable du rameur. Demander avec moins de rameurs d'aller plus vite. Parce qu'on a un ingénieur qualité, parce qu'on a un gars qui fait une réunion toutes les 4 ans, un truc d'objectif, un truc machin, va te pressuriser. Un autre gars qui te fait ta coordination. Pour nous, la coordination sur le terrain, c'est plus du vent et du non-soin. C'est-à-dire le médecin va être mobilisé pour faire des réunions. Et pendant ce temps-là, il va pas soigner les gens. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Paul? Donc ça, si vous voulez, nous, on a plein d'idées sur le terrain. Et on a une idée qui a effet immédiat, vraiment immédiat. On a en France, en libéral, 11% des médecins qui cumulent emploi-retraite. Et pour autant, quand ils prennent le courage de continuer à bosser, qu'ils sont en bonne santé, qu'est-ce qu'on fait? On leur met des cotisations retraite plein pot. Donc ça, il suffirait de les supprimer parce que ce ne sont pas des cotisations attendues. Et même Olivier Véran y a pensé, puisque pendant la première vague, il les a supprimées. Et là, ça fait revenir des médecins. Ils sont venus aider dans les centres Covid, ils sont venus aider dans les SAMU, ils sont venus aider dans les hôpitaux. Donc ça, c'est une mesure à effet immédiat. Il y a aussi en Île-de-France, parce que moi je connais mieux cette région, en 2016, une enquête, 1/3 des cabinets sont fragilisés. Ça veut dire quoi? Ils sont fragilisés par le départ à la retraite d'un des associés, par mort du Covid, il y en a eu, par déplacement de changement de région. Et du coup, il reste un hôpital, un médecin sur une structure de 2 ou 3. Et ce médecin qui reste, il peut pas assumer le local. Qu'est-ce qu'il fait? Il a limite l'âge de la retraite, il s'en va, il déplaque. Ou alors, il part, et en tout cas, il renonce. Donc ça, c'est un diagnostic qui est simple aussi à faire. Il suffit de mettre un petit peu de gens. Il y a des gens à l'ARS qui sont prévus pour faire ça. Nous, on en a un, mais on l'appelle Zoro parce qu'il fait tout le territoire, il est tout seul. Donc, il fait le diagnostic des cabinets fragilisés. Il fait les accompagnements des jeunes pour les installations. Et il faudrait qu'il arrive à se multiplier ou qu'il arrive à avoir des suiveurs à l'ARS qui regardent ce qu'il fait comme métier pour essayer de mettre en adéquation les jeunes médecins formés avec les cabinets fragilisés. Ça coûte 0 € en mur. Hein. Donc, il y a des mesures qui sont très économiques. Hein. Donc, ces 2 mesures-là, c'est maintien de l'existant. Après, c'est mettre en adéquation, et ça vous intéressera plus, sénateur Morand et aussi Frédéric Bizard, mettre en adéquation les besoins des territoires avec la nomination des internes, qui pour aujourd'hui sont plus en adéquation avec, 1, les besoins un peu des hôpitaux, et 2, les besoins territoriaux en disant, attention, Île-de-France surdotée. Donc du coup, Île-de-France se fait déplumer, on a même moins d'internes qu'on avait en 2000. C'est délirant. Et donc, il y a des commissions qui sont chargées de faire ça. Mais manifestement, nous, l'année dernière, on a demandé 149 internes supplémentaires. On n'en a accordé que 11. Donc là, on veut en demander 300. En disant, les facultés nous disent les capacités de formation sont limitées. OK, nous, on est la ville, on ouvre les cabinets. Donc, ça existe. En province, ça fonctionne. Il y a des internes, même de spécialité, qui vont dans les cabinets de ville et qui font des stages. À Paris, ça fonctionne pour les généralistes, pas trop pour les spécialistes, et nous on est prêts à ouvrir. Donc il y a ça, et puis après il y a évidemment l'attractivité, bien sûr le paiement à l'acte parce que c'est le seul visible pour un médecin qui a envie de s'installer, et ensuite l'évaluer à la hauteur de la moyenne européenne. Donc voilà, on a plein d'idées. Ça rejoint un petit peu parfois les idées de
c'est autour de 50 € pour une consultation. Et ça rejoint un peu sur certains terrains, bien sûr, les idées de Frédéric Bizard, et de l'Institut Santé, puisqu'il y a une approche un peu territoriale de l'histoire. Et pour après les histoires de prise en charge de la santé, plus sur un versant A à Z, c'est-à-dire de prévention au traitement des maladies. Bon, faut savoir que on aime bien, quand on est non médecin, essayer de trancher, essayer de faire des recoupements. En réalité, un médecin, tout médecin, quand il voit ses malades et qu'il a l'habitude et qu'il les revoit, etc., bien sûr, il fait de la prévention tout le temps. Bien sûr, il ne la fait pas forcément à la mode chinoise où vous allez aller voir votre médecin juste pour faire de la prévention, mais il l'a fait tout au long des consultations des gens qui voient. Donc je trouve que c'est un peu difficile d'avoir à découper notre exercice, le découper pour dire ça vaut tant, ça c'est de la coordination, ça c'est pour une infirmière de pratique avancée qui va faire de la délégation de tâches et de la médecine partielle, en utilisant des corps de métier qui eux aussi sont en pénurie, comme les kinés par exemple. Les sages-femmes, il y a eu une catastrophe cet été en Île-de-France, les sages-femmes ne pouvaient pas assurer les accouchements juillet, août, septembre, avec des trous dans les listes de garde, du délire, et parce que les sages-femmes, on leur a dévolu un rôle de faire du suivi de femmes et des échographies, etc. Donc elles ont perdu leur rôle primaire. Donc je vais peut-être après laisser parler mes collègues, parce que peut-être j'accapare trop la parole. Mais en tout cas, voilà. Et les solutions magiques comme délégation de tâches, tout mettre sur le numérique, Agnès l'a dit. Le numérique, c'est formidable, mais une consultation vous prend le même temps qu'une consultation réelle, et parfois est un peu plus complexe et un peu incomplète. Elle peut servir à une consultation complémentaire. Une cabine... j'avais lu un article, je me rappelle plus exactement le taux, mais je crois que c'est 30 à 40% de patients qui étaient passés par une télécabine qui nécessitait une consultation visuelle derrière. Donc vous payez 2 fois, c'est pas un service rendu. Donc voilà, il y a une autre réflexion à avoir. Ouais. Et à mon avis, il y a plusieurs pistes pour répondre à ce problème-là. Merci. Merci beaucoup, Dr Briol. Et c'est vrai que c'est important de rappeler à quel point cette vision hospitalo-centrée a déséquilibré l'offre de soins. Pardon, à ce sujet-là, nous, on est très favorable, en fait, à travailler avec l'hôpital, et on est même pour la création, et on le fait en Île-de-France, d'offres duo, où il y a des postes qui vont attirer les jeunes, parce qu'ils n'aiment pas quitter le giron de l'hôpital, et ils aiment bien faire les deux, pour les faciliter les échanges et l'oxygénation des deux structures. Absolument, et c'est ce que j'allais dire, d'où l'importance de la coordination ville-hôpital et non plus hôpital-ville, puisque ça va dans les deux sens, exactement. Carte dévitalisée, le débat au cœur de la santé. Alors, docteur Jean-Paul Hamon, vous êtes président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Quelle est votre analyse et votre vision en 2 secondes de tout ça avant de donner la parole à la salle, puisqu'on me dit qu'il y a plusieurs questions. J'ai rêvé d'un État stratège et visionnaire avec toi, et je vois ce qui se passe avec cet État qui pense que l'intelligence artificielle va pouvoir tout gérer. Et moi, je me répète sans arrêt ce qu'a dit Raphaël Enthoven un jour en disant quand on sait tout de quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Et apprendre à le connaître, c'est notre métier. Et ceux qui imaginent que l'intelligence artificielle va permettre de remplacer les soignants, de remplacer les médecins, etc., se gourrent profondément. Alors, ils travaillent, l'État. Les territoires de santé, ça a existé, ça s'est appelé bassin de vie. Et puis maintenant, ça s'appelle territoire de santé. Et maintenant, on nous dit qu'on va avoir un pacte de confiance. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le pacte de confiance, parce que là, quand vous entendez le président qui vous dit que, la consultation de généraliste qui est déjà bloquée depuis 5 ans, il ne va pas la revaloriser, mais qui va nous confier davantage de missions, on se dit comment il va les financer et surtout comment il va faire. Parce que je peux vous dire que dans le contexte de désertification où on est, il faut tenir compte maintenant de la démobilisation, parce que on a bien compris avec cette stratégie Covid que l'État ne compte pas
sur la médecine libérale. On l'a vu d'entrée de jeu. Quand le centre 15, on a dit aux patients d'appeler le centre 15 quand il y a eu le Covid pour avoir de l'information, pas un instant, on a pensé aux médecins généralistes et aux médecins de famille. Résultat, le centre 15, il a été débordé, il a été obligé de répondre pour des choses pour lesquelles il n'était pas fait. Hein, donc voilà, c'est ça. Et quand le Premier ministre et le ministre de la Santé tiennent une conférence de presse qui dure 3 heures, alors que déjà les médecins généralistes ont 29 morts dans leurs troupes, pas un instant les remerciements vont à l'hôpital qui étaient justifiés, mais pas un instant le mot de médecin généraliste n'est prononcé. Donc, si vous voulez, là, il y a la désertification, mais il y a également la démobilisation des médecins qui ne croient plus en rien. Alors, c'est facile, hein, il faut définir. Les Français, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un médecin traitant, ils ont besoin d'avoir une réponse adaptée à leur demande de soins non programmée, mais les patients, ils ne peuvent pas aller dans le système comme ça en toute liberté. Il faut qu'il y ait une régulation. Les urgences ne peuvent pas être continuellement débordées. Il y a 5 ans, l'IGAS disait qu'il y avait eu 10 ou 15 millions de passages qui n'avaient strictement rien à faire aux urgences. Et je peux vous dire que depuis 5 ans, ça ne s'est pas arrangé. Hein, parce que la désertification libérale, elle est réelle. Quand vous entendez que l'Île-de-France est devenue le premier désert médical de France, il va falloir vraiment qu'on s'organise. Et ça, c'est simple. Il faut définir le rôle de chacun. Il faut que l'hôpital se concentre sur l'hospitalisation et ne fasse que de l'hospitalisation. Jean-Marc Ayrault avait dit à Grenoble, l'hôpital ne doit plus faire ce qui peut être fait en ville. Et quand vous pensez, j'ai souvent cité l'exemple de l'école de l'asthme, hein, où vous avez, à l'entrée de l'hôpital, vous avez des internes, des pneumologues, des infirmières qui vont venir le gamin, pour lui dire qu'il ne faut pas de moquette dans la chambre et que le cochon d'Inde ou le lapin, ce serait mieux qu'il soit ailleurs. Je peux vous dire que tout ce personnel-là, il serait bien plus utile dans les services. Or, on assiste, et puis en plus, on a un hôpital qui prétend venir faire le boulot en ville. Que ne gardent-ils leur personnel à l'intérieur? Que l'hôpital ne fasse que de l'hospitalisation. Est-ce que c'est trop simple? Est-ce que c'est trop simple? Et qu'en même temps, la ville, elle ait les moyens d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir. Qu'on s'appuie sur le couple médecin-infirmière. On a vu des pharmaciens qui veulent changer de métier actuellement. Ils ont obtenu de soigner les angines, de traiter les cystites. Il y a même quelqu'un qui a publié, il y a quand même quelqu'un, un administratif qui a publié un décret autorisant les pharmaciens à apprendre à palper les fosses lombaires après une formation de 4 heures. C'est la médecine en 10 jours. Hein, donc voilà le paradoxe auquel on est arrivé. Pendant ce temps-là, les pharmaciens se font bouffer la laine sur le dos à la sortie de l'hôpital par des prestataires qui font le boulot du pharmacien. Hein, le pharmacien, il essaye de se refaire une santé sur le dos des autres professions, des médecins et des infirmières. Et récemment, j'ai prescrit une perfusion de rocéphine en ville, d'antibiotiques pour une vieille dame. J'ai appelé l'infirmière en disant, écoutez, le mari va aller chercher les médicaments. Il dit, non, vous ne tracassez pas, j'ai un prestataire qui va tout me faire. Donc les infirmières libérales, elles ont oublié d'être cons. Elles commencent à se refaire une santé avec le prestataire, etc. Sur quoi? Sur le dos du pharmacien. Donc on assiste à une désorganisation du système de soins. Moi, j'avais défilé avec les pharmaciens quand le ministre délégué à la Santé, délégué à l'économie, un certain Emmanuel Macron, voulait que les médicaments soient vendus en grande surface, parce que pour moi, le pharmacien de proximité, c'est une sécurité sanitaire. Et ça, on est en train de le changer. Donc, si vous voulez, si on définit clairement le rôle de chacun, que l'hôpital ne fasse que de l'hospitalisation, que la ville ait les moyens d'avoir l'éviter de raccourcir les hospitalisations, je pense et surtout qu'on communique entre nous. J'ai eu l'occasion, lors d'un colloque Covid, de rencontrer Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy, il est arrivé à l'hôpital de Béclair en même temps que moi. Béclair à Clamart. Béclair était en train de sortir de terre, et moi j'arrivais, je venais de m'installer. Hein, c'était en 73, vous n'étiez pas né. Et Delfrécy regrettait ce moment-là. Il disait, mais c'était un moment incroyable. Il dit, les libéraux, on voulait connaître les libéraux qui étaient autour de l'hôpital. On n'avait pas notre patientèle, on ne les connaissait pas. Et donc, on allait à l'hôpital, ils venaient nous voir, il y avait un échange entre la ville et l'hôpital, et malheureusement, 50 ans plus tard, je n'ai le portable de 5 hospitaliers quand j'ai le portable de tous mes correspondants libéraux. Si vous voulez, ça communique beaucoup moins entre la ville et l'hôpital, parce que l'hôpital, il est dans son truc.
Hein, on communique avec quelques-uns, mais la communication, elle n'est pas bonne. Or, cette communication-là, écoutez bien ce que ça coûte, monsieur le sénateur. En 2004, j'avais mis un proxy avec l'aide de l'informaticien chargé des réseaux ville-hôpital. Un proxy qui permettait de crypter et de communiquer de façon totalement sécurisée à la sortie de la PHP à Bessières pour 2000 €. Vous entendez? 2000 €. On pouvait communiquer avec l'ensemble des médecins de l'hôpital et ça arrivait directement. Regardez ce que ça coûte maintenant. Et quand j'avais été voir le directeur de Percy et que j'avais proposé ça, quand je lui ai dit le prix que ça a coûté, j'ai vu son soulagement. Il croyait que ça allait coûter le prix d'un missile. Et ces gens-là... Et ces gens-là, si vous voulez, ils ont fait la preuve que ça communiquait, mais il n'y avait que 3 services de la PHP qui s'en servaient, et l'hôpital Percy, je n'ai reçu que les 3 messages tests qui prouvaient que ça fonctionnait. Depuis, ça ne marche pas. Donc, améliorer la communication entre la ville et l'hôpital, que chacun ait un rôle clairement défini, et on s'en sortira. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, docteur Hamon. Et je rappellerai simplement pour les marges, hein, parce que là, quand je vois que Frédéric... Quand je vois que Frédéric, dans sa nouvelle organisation financement, il récupère que 25 milliards, je rappelle que les mutuelles coûtent aux Français 43 milliards et qu'il y a 8 milliards de frais de gestion. Pour quel remboursement? Pour quel remboursement? Carte dévitalisée, numéro spécial. Zoom sur l'actualité santé. Merci beaucoup, docteur Hamon. Merci à tous les intervenants qui ont fait cette première partie. Alors, avant de poursuivre, je vais proposer de prendre quelques questions de la salle. Merci de vous être déplacé parce que le système de santé ne doit pas intéresser beaucoup de monde. Et donc, moi, ma question... Alors, je n'ai pas de question, docteur, parce que là... Il y avait les dispensaires dans le temps, on pouvait se soigner rapidement. C'était assez formidable. Bon, maintenant c'est dégradé, mais ma question est pour Monsieur Bizard. Il faut partir du territoire. Alors moi je suis d'accord, sur le territoire du Val d'Oise, c'est le désert complet. On est la moitié de la ville de Paris, et j'ai noté les lits qu'on avait. On a 11 135 à Paris et nous, on en a 1701 pour le Val d'Oise. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Nous n'avons pas d'hôpitaux, mais vous dites on part des territoires. Alors, si on part des territoires comme pour l'école, la médecine à Paris et la médecine dans le Val d'Oise, les médecins dans Paris, la chirurgie dans Paris et la chirurgie dans le Val d'Oise, je peux vous dire, pour être passé à l'hôpital, et je sais que vous êtes passé à l'hôpital, donc ça a été une catastrophe. Donc ce que je voudrais... Donc, moi, je vais bientôt disparaître. Mais pour les jeunes, attendez, si vous voulez tout remettre à plat, le docteur a raison, il faut de l'humain. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vous soigner. Même si vous êtes, voyez, par exemple pour la Covid, prenez Doctolib pour prendre rendez-vous. Pas possible. Moi, je veux un rendez-vous chez l'ophtalmo. Doctolib. Pas possible. Nous étions 3 mémés devant la porte de l'ophtalmo pour prendre un rendez-vous. Il y en avait une qui a une canne, moi j'ai un corset, et la 3e, elle savait presque plus où elle était. Donc ça veut dire, on met des mois pour avoir un rendez-vous, mais en même temps, Doctolib, 0. Donc si vous voulez, ça va s'accélérer puisqu'il y a plus de monde. Donc moi, je veux bien enrichir Doctolib, mais je préfère une secrétaire, puisqu'il faut du travail. Faites des secrétaires. Elles ont disparu, les secrétaires, et elles ne sont pas dans votre programme. Donc territorial, oui, avec équité et égalité, ce qui n'est pas le cas pour l'école. Ce qui n'est pas le cas pour plein de choses. Le Val d'Oise, c'est un territoire qui est désolé. L'hôpital Simone Veil, qui n'est pas très vieux. Attendez, moi je me suis cassé la colonne vertébrale. Je suis resté 8 heures sur un brancard et à la fin de la journée, la personne, elle m'a dit « Qu'est-ce que vous avez ?» Je dis « J'ai la colonne vertébrale cassée. » Et qu'est-ce qu'on vous a fait? Je dis rien.
Donc, si vous voulez, j'ai un corset, je m'en suis sorti, tant mieux. Mais franchement, monsieur Bizard, expliquez-moi ce que vous allez faire quand vous entendez par territoire où sera l'égalité des territoires. Puisque déjà, elle ne l'est pas, nulle part. Merci pour la question. Et on parle de la qualité des soins. Merci, madame, pour votre Merci question. beaucoup. Frédéric ? Votre question est extrêmement intéressante parce que vous savez que c'est la raison pour laquelle on n'a pas vraiment décentralisé il y a une vingtaine d'années, puisque ce débat, il est assez vieux sur la territorialisation, parce que justement, on a eu peur, c'était du temps de messieurs Raffarin, notamment Co, il y a eu une réflexion sur est-ce qu'il faut vraiment décentraliser davantage de missions de santé, et on ne l'a pas fait parce qu'on craignait ce que vous dites. Justement, on craignait les inégalités territoriales. Parce que c'est vrai que lorsque vous gérez au plus près des personnes, à travers des territoires, des bassins de vie, peu importe, c'est à travers une unité géographique qui se veut de proximité, vous avez ce risque que ces unités géographiques ne soient pas traitées de la même façon à travers le pays. Mais pour ça, donc c'est un risque. Mais on a bien vu que 20 ans après, le refus de traiter en proximité, de traiter de façon centralisée, c'était bien pire en matière de développement des inégalités. Bon. Donc pour gérer ce risque, puisqu'il n'y a pas de solution parfaite, il y a des solutions qui sont meilleures que d'autres, mais dont il faut aussi gérer les travers. Le travers du risque d'inégalité territoriale, il se gère en ayant une stratégie nationale de santé forte, qui soit déclinée à travers des projets régionaux de santé et qui soit donc qui servent de guide. Territorialiser ne veut pas dire qu'on laisse faire les territoires exactement comme ils s'entendent. Ça veut dire que vous allez responsabiliser les acteurs et adapter cette stratégie en fonction des spécificités territoriales. Donc pour tout ça, j'en reviens à la gouvernance. Ça veut dire qu'il faut contractualiser avec un niveau régional, mais il faut rendre autonome les acteurs. Parce que si vous voulez une gouvernance efficace, il faut que ce soit les gens qui soient les plus compétents. C'est quoi les gens compétents pour gérer les besoins de santé des personnes? Ce sont les professionnels de santé, d'abord. Ensuite, il y a les élus locaux, forcément. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on a vu, les déterminants de santé, un territoire, c'est un aménagement du territoire. Je rappelle que s'il y a des déserts médicaux, c'est pas simplement à cause d'un problème médical. C'est aussi un problème territorial. Les médecins sont des individus comme les autres qui ont besoin d'avoir une qualité de vie qui n'est pas la même partout. Et il y a des territoires qui sont formidables quand on y est né, mais quand on n'y est pas né, qui ne sont pas si formidables que ça. Donc il faut aussi former des gens qui viennent de ces territoires. Bon. Donc le territoire n'est pas une magie. Le territoire, il permet de responsabiliser les acteurs. Et là aussi, ça ne règle pas tout. Mais vous allez quand même recréer de l'attractivité chez ces acteurs. Parce que ce qu'il y a de profondément anéantissant pour l'attractivité, c'est quand vous avez des gens aussi compétents que les professionnels de santé, ce qui est une profession intellectuelle supérieure. Vous faites 12 ans d'études, imaginez. Et on vous dit, tiens, tu te mets là et tu vas être aux ordres de ton agence régionale de santé, qui est fait de tout un tas de gens formidables, mais qui ne connaissent rien, ni au territoire, ni à la médecine, ni à la santé. Prenez la directrice de l'ARS Île-de-France, qui est une formidable personne. Elle a été le poste le plus important au budget. Numéro 1, c'est le poste le plus stratégique au budget. Mais je veux dire, elle connaît strictement rien à la santé. Ce qu'elle connaît super bien, c'est la gestion. Donc c'est à peu près le pire des profils. Donc vous avez une personne formidable sur le plan des compétences, mais qui n'a absolument pas les compétences qu'il faut pour gérer quelque chose. Bon. Dans votre question, il y a un point qui est important, et ça je crois que pour passer d'un modèle à un autre, il faut en effet gérer le court terme. Et là ça a été dit très bien par le docteur Briol, c'est que vous avez quelques mesures assez simples. Il faut faire rester le plus longtemps possible ceux qui ont une soixantaine d'années. Bon, donc pour tout ça, il y a des incitations à faire. On l'a vu pendant le Covid, que quand on voulait réactiver les choses. Ça, c'est clair. Il faut que les jeunes en formation ou qui arrivent sur les territoires, il faut, excusez-moi l'expression, mais avoir des deals, c'est-à-dire des ententes avec eux, pour leur dire, les amis, on a un problème de court terme qu'il faut qu'on règle. Donc on va vous demander pendant quelques années, 3, 4, 5 ans, mais ensemble, on va essayer de voir par rapport aux problèmes qu'on a. Là aussi, il faut partir des problèmes.
Donc, en effet, vous l'avez dit, il y a des territoires sur lesquels il n'y a plus de professionnels de santé. Donc là, on en fait venir, mais dans des conditions exceptionnelles qui ne sont pas les conditions du futur système. Parce que servir de cobaye pour la nouvelle génération, enfin, excusez-moi, mais il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue pour savoir que c'est inacceptable. En revanche, que l'ancienne génération et que la nouvelle génération fassent des efforts particuliers, mais des efforts qui nécessitent des contreparties à la hauteur de ces efforts, pour permettre d'améliorer immédiatement les choses, ça c'est entendable. Mais attention, à mon avis, ce n'est entendable qu'à 2 raisons. C'est qu'on fasse bien la réforme systémique qui permette de donner de l'espérance sur le long terme à l'ensemble des acteurs et qu'on le fasse de façon consensuelle. Or, comment voulez-vous former même des jeunes sur des territoires où l'école est en désertification? Oui, mais ça, c'est ce que je vous dis, madame. Il y a des problèmes d'aménagement du territoire. Il faut commencer par l'école. Non, mais c'est pour ça. Non, mais vous avez raison, madame. Je l'ai dit, c'est que c'est pas un problème. Vous n'aurez jamais de médecins qui viennent de certains territoires très bien. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les études. Croyez-moi, pendant 3 ans, nous n'avons fait que ça, ce genre de réunion, enfin un peu plus machin, où en effet on a abordé ça. Donc, pour aborder cette question-là, il faut que ces territoires soient co-gérés par des gens qui ont la responsabilité de cet aménagement du territoire. C'est pour ça que vous êtes obligés de mettre des acteurs politiques face à leurs responsabilités pour que, sur un temps déterminé, avec des moyens déterminés, on règle les problèmes. D'accord ? Moi, je ne peux pas détailler toute cette organisation du territoire, mais tout a été pensé pour ça. Ce n'est pas un système parfait. Mais vous avez raison, comme quand il n'y a plus d'école, quand il n'y a plus de commerce, quand il n'y a plus, évidemment, il n'y a plus de médecins. Bon, donc on est bien d'accord. Donc il y a un problème d'aménagement du territoire qu'il faut intégrer dans le problème de remédicalisation des territoires. On est parfaitement d'accord. Mais c'est pour ça que ce n'est pas qu'un problème de professionnels de santé. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. D'accord ? Donc on ne peut pas mettre sur le dos des professionnels de santé tous les problèmes de... Mais vous savez, c'est une évidence, ça. Mais allez regarder, écouter ce qui se dit aujourd'hui quand vous entendez les débats politiques. Non, le problème, nous, je mettrais des salariés là où plus personne ne veut. On fait croire qu'il y a le problème du salariat. Monsieur Zemmour, parmi d'autres, se dit, je vais faire 1000 salariés et j'ai réglé le problème du truc. Mais c'est tout. Pourquoi, ça ? Parce qu'ils sont tous avec des solutions, parce qu'il faut bien dire quelque chose, et on aime bien la facilité, parce que c'est facile à comprendre, vous voyez, plutôt que de un peu s'évertuer à essayer de construire, c'est facile à comprendre, mais ça ne règle rien. Vous voyez ? Donc, moi, mes solutions, elles sont plutôt un peu de fond, donc il faut un petit peu les essayer, mais elles règlent l'essentiel à l'avenir. Mais vous avez raison, il y a un problème de court terme sur lequel il va falloir trouver des solutions de court terme. Juste un mot, je voudrais dire que j'ai souvent défilé avec ma pancarte un métier d'avenir, médecin, postier, instituteur, pour nonne ou moine. Le département de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté a embauché 84 salariés. Ça coûte 5 millions d'euros. Ça leur rapporte 3 300 000 euros. Ça marche tellement bien qu'ils envisagent d'embaucher 6 médecins de plus. Savez-vous ce que ça représente, 3 300 000 euros de recettes? À 84 médecins, ça représente 27 consultations par semaine. Alors moi, je veux bien être payé 6 000 euros en salarié, 35 heures, et faire 27 consultations par semaine. Je peux vous dire, c'est peut-être là-bas que je vais aller finir mes jours, hein, parce que franchement, c'est une affaire d'or. La rentabilité, je ne sais pas combien de temps les mecs vont tenir à payer ce prix-là pour une si faible productivité. Voilà ce que ça donne quand on veut faire des trucs. Maintenant, madame, si vous voulez qu'il y ait des médecins qui restent, effectivement, il faut du personnel, il faut que ce soit attractif, il faut que les jeunes internes, là, le docteur senior, celui qui est en 4e année, qui vient, eh bien c'est simple, hein, il va en zone démographiquement faible, on lui double son salaire, et c'est pas un scandale de toucher 3 000 euros quand vous avez 10 ans d'études et des responsabilités. Vous doublez le salaire, vous le logez, parce que c'est pas toujours évident, les gens qui viennent, qui sont en fac et qui ont 30 km ou 40 km à faire parce que ce sont des gens en formation, si on fait ça, là, on va leur faire découvrir une médecine libérale qui est passionnante à exercer. Moi, ça fait 10 ans que j'aurais dû prendre ma retraite, je continue à bosser, hein, parce que j'y trouve du plaisir. Hein. Oui. Ce qui m'énerve vraiment, c'est de voir les administratifs et les gouvernants bousiller ce métier.
Merci beaucoup. Bousiller ce métier, voilà. Merci pour votre réponse. En 10 secondes, challenge pour Dr Ricard Ribon, avant d'inviter nos prochains speakers qui vont rejoindre Madame Alliot-Launois. Il y a une raison pour laquelle il y a un désert médical en grande couronne en Île-de-France, c'est l'inégalité de répartition des internes qui sont décidés par un doyen ou un ensemble et absolument pas concertés, ni avec les élus, ni avec les CH, et en fait les médecins généralistes, ils viennent s'installer là où ils ont été formés et là où ils ont créé leur réseau de professionnels pour avoir du recours avec les spécialistes. Mais si on leur permet pas de découvrir la richesse pédagogique de la région, eh ben ils restent à Paris et après ils s'en vont parce qu'ils peuvent pas s'installer à Paris. Et ça, en Île-de-France, ça marche très bien dans d'autres régions, mais en Île-de-France, il y a un pur scandale. La dernière répartition des docteurs juniors, c'est 94% des docteurs juniors qui sont sur Paris et Petite Couronne. La Grande Couronne est complètement oubliée. Et c'est là-dessus, on peut agir de façon immédiate, avec une mobilisation des élus qui devraient avoir dans leurs compétences une compétence santé autant que pour l'enseignement, pour l'aménagement du territoire. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces réflexions, toutes ces réponses. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.